Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2 dans une version podcast puisque mon invité d'aujourd'hui n'est autre que Xavier Poussard. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je rappelle rapidement Xavier que vous êtes directeur de la revue Faits et Documents, revue fondée en 1996 par Emmanuel Ratier, aujourd'hui décédé. Pouvez-vous nous en dire plus et surtout qui était Emmanuel Ratier, le fondateur ? Alors, fait document, effectivement, c'est une lettre confidentielle, c'est-à-dire que ce sont des informations peu connues. On va essentiellement d'ailleurs travailler en source ouverte et on va publier des enquêtes sur des sujets qui généralement ne sont pas abordés par les autres médias. Emmanuel Ratier était un journaliste qui avait fait le centre de formation des journalistes, qui avait fait Sciences Po, qui était engagé au sein de la droite nationale et qui avait publié principalement une encyclopédie politique française qui s'inscrit dans la continuité des travaux d'Henri Coston, donc qui sont essentiellement des notices biographiques, et qui a également publié deux grosses enquêtes, une qui s'appelle Les guerriers d'Israël sur justement le Bétar, etc., sur l'extrême droite sioniste, et un autre qui s'appelle Mystère et secret du Bnei sur cette obédience maçonnique exclusivement réservée aux Juifs. Donc vous voyez qu'on est sur des sujets qui sont à la fois très délicats et qui effectivement ne sont abordés nulle part ailleurs. Donc nous, après son décès, moi je travaillais à Faits et Documents depuis 2012, je m'occupais de la rubrique Portrait depuis 2013, et donc quand est arrivé le décès d'Emmanuel Ratier, j'ai repris Faits et Documents un peu comme on rentre dans les ordres, parce qu'effectivement il y a vraiment rien à gagner ni au niveau social ni au niveau financier. Je vous dis, c'est vraiment comme quand on rentre dans les ordres, et donc du coup je me suis attelé à la tâche et j'ai traité effectivement les sujets qui n'étaient pas traités par la grande presse en France, notamment je peux citer le Great Reset, je peux citer l'affaire Epstein sur laquelle on a beaucoup travaillé, et on a certainement publié l'enquête de référence, en tout cas au niveau de ce qui se fait en France. D'ailleurs, signe qu'on a publié l'enquête de référence, on a été les premiers à émettre l'hypothèse que Ghislaine Maxwell puisse être en France, puisqu'à ce moment-là, tout le monde se demandait où elle était, si elle était aux États-Unis. On a parlé d'Amérique du Sud, la presse anglaise disait qu'elle était en Israël, et nous on a dit elle est plus vraisemblablement en France, parce qu'on avait identifié des biens immobiliers, etc., dans le Périgord notamment, et du coup on s'est mis un peu en relation avec la presse britannique. Finalement cela est sorti, d'ailleurs une semaine avant son arrestation pour le moins étrange aux États-Unis, puisqu'elle n'a pas eu le droit au Walk of Shame, c'est-à-dire la marche de la honte qu'on avait vue en France à la faveur de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Et puis ensuite on n'a pas eu d'image du procès, avec très peu de journalistes accrédités, etc. Donc tout ça est extrêmement bizarre. Et puis récemment, un blog, il me semble au Québec, a confirmé que Ghislaine Maxwell avait bien résidé en France. Et puis, signe qu'on a beaucoup avancé sur l'affaire Epstein et qu'on a apporté des éléments nouveaux, c'est nous qui avons tout simplement, c'est vraiment, là c'est en surface, mais c'est nous qui avons annoncé en exclusivité mondiale l'arrestation de Jean-Luc Brunel à l'aéroport de Roissy. On l'a annoncé dans la matinée et l'information a été confirmée par Reuters puis par l'AFP dans l'après-midi. Alors je vous coupe un petit moment avant d'entrer dans le cœur des enquêtes, de vos enquêtes et du déroulement de vos enquêtes. J'aimerais qu'on parle surtout de votre ligne éditoriale, la ligne éditoriale de la revue, qui est étiquetée d'extrême droite, voire d'être antisémite et anti-maçonnique. Qu'en pensez-vous, et est-ce juste ? Disons que c'est un peu le contrat, c'est-à-dire que nous, on va aborder des sujets que les autres journalistes ne peuvent pas aborder. C'est pas qu'ils se censurent, c'est évidemment qu'ils s'auto-censurent, et évidemment qu'il y a une censure, mais bon, il y a un système médiatique qui est intégré, c'est-à-dire qui a un fonctionnement. Pour faire très simple, vous avez une voie royale qui est AFP, ensuite Le Parisien, Le Monde, et ensuite BFM. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des départementales qui hantent, c'est-à-dire par exemple Mediapart, Le Canard enchaîné, etc. Donc si vous voulez, c'est ce circuit intégré d'information. Nous, clairement, on est hors piste, quoi.
C'est-à-dire qu'on fait clairement les sujets que les autres journalistes peuvent pas faire. C'est une comparaison que je prends, c'est le Truman Show. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le type, il avance avec son bateau, puis au bout d'un moment, il touche le bord. Vous voyez, moi, sur l'affaire Epstein, si vous prenez l'affaire Epstein, vous avez une rubrique qui est un tiroir de l'affaire Epstein, qui est le plus explosif, qui est l'île de la pédophilie. Bon, tout le monde en a entendu parler. Vous prenez le livre noir d'Epstein, qui a été authentifié, vous ouvrez à la rubrique sur l'île, donc l'île de la pédophilie, et là vous tombez sur un nom, une rubrique, une sous-rubrique, un nom avec plusieurs adresses, qui est celui de Madison Cox. Bon, Madison Cox est paysagiste, donc évidemment la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que Madison Cox a participé à l'aménagement de la fameuse île de la pédophilie? Peut-être que c'était juste un devis, etc. En tout cas, je sais que maintenant c'est ce qu'il dit en privé, mais la rubrique, de la façon dont elle est garnie, suggère qu'il a eu un rôle un peu plus important. Si vous voulez, Madison Cox, il est héritier de la fortune de Pierre Berger, il a été marié avec Pierre Berger, il y a des participations effectivement dans le groupe Le Monde, mais si vous voulez, vous n'avez aucun média français qui va même faire un écho pour poser la question, alors que tout le monde a ouvert, tous les journalistes ont ouvert le livre noir et ont vu, hop, Madison Cox. Et là, vous touchez le bord. Quand vous dites vous touchez le bord, c'est quoi? C'est quoi? Pour vous, il y a une omerta, c'est quoi en fait? Vous touchez clairement la limite. Alors, on touche la limite, mais la limite, par définition, on ne sait pas quand on la touche. C'est-à-dire que, par exemple, moi sur Brigitte Macron, je ne pensais pas du tout que j'avais atteint, qu'on était sur une... je veux dire, toutes les personnes qui sont intervenues sur le dossier Brigitte Macron savent que c'est une ligne de front. On voit vraiment passer les obus, quoi. C'est complètement explosif. Alors justement, comment vous choisissez vos sujets? Alors, est-ce que vous êtes seul, vous êtes en équipe? Comment ça se fait? Comment vous vous dites, à quel moment vous vous dites, oh, là, on va franchir la ligne rouge, on y va pas? Comment ça se passe au sein de votre rédaction? Pratiquement, comment ça se passe? Moi, je lis la presse tous les jours, quoi. Voilà, je me contente de lire les journaux, d'archiver. Au bout d'un moment, je vois qu'il y a peut-être un sujet et je regarde ce que j'ai, je creuse et puis dès que je vois que j'ai un sujet, je le traite. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand arrive Emmanuel Macron à l'Élysée, se dégage rapidement que le nouveau secrétaire général, Alexis Collère, va avoir une influence sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je m'intéresse du coup à Alexis Collère et je fais une première biographie et je vois qu'il y a une anomalie dans sa biographie. C'est-à-dire qu'on nous dit pendant la campagne, certes, il avait des responsabilités au sein d'En Marche, mais il avait été recruté par un armateur danois. Bon. Moi, je creuse, je regarde, et je vois qu'en fait, il n'était pas du tout chez un armateur danois. Je vois qu'il était à MSC, qui est un armateur suisseau-italien, à Genève. Et je m'aperçois que sa famille a des participations dans MSC. Et après, en creusant, on voit que le facteur MSC a été très important dans toute la carrière d'Alexis Collère au sein de l'administration. Donc moi, je vais faire un premier portrait d'Alexis Collère. Et là, ça va prendre. Ça, c'est typiquement un dossier où, bon, on touche pas vraiment le bord, puisque Mediapart, 6 mois après, va reprendre et puis va creuser, et va justement, Martine Orange de Mediapart va faire un article où elle explicite plus ses liens familiaux. Et puis ensuite, le dossier va s'épaissir, puisque Marc Andevelde a publié dans un livre qui s'appelle L'Emprise toute la généalogie d'Alexis Collère, où on remonte à un aïeul qui s'appelait Pinas Diamant et qui opérait les transferts de fonds depuis Zurich pour la banque Lemi, qui était la banque centrale d'Israël. La famille propriétaire d'MSC, la famille Aponte, et de la famille d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Donc c'est ce que Mediapart a appelé l'affaire Collère, en pointant les éventuels conflits d'intérêts caractérisés du haut fonctionnaire Alexis Collère, qui dans ses différentes fonctions à Bercy, tant à l'APE que comme administrateur de l'État au chantier naval de Saint-Nazaire, que comme directeur adjoint de cabinet de Pierre Moscovici, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et désormais secrétaire général de l'Élysée. Il y a de forts doutes, et la justice enquête sur ça, sur
un vrai déport formalisé dès qu'il s'agissait de transport portuaire, de financement par l'État des paquebots MSC, parce que MSC est le principe. Présomption d'innocence. Voilà, présomption d'innocence, bien évidemment. L'enquête est très longue et la justice est très lente sur le sujet, malgré les révélations de Mediapart. Moi, je vais plus loin dans le livre sur certains aspects du dossier sur le plan juridique, mais surtout, je montre qu'il y a vraiment des forts liens entre Alexis Coller et la famille Aponté. Et donc, à ce moment-là, on commence à avoir un panneau complet d'Alexis Coller. Et là, je parle de ça puisque là, il vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Et donc voilà, ça c'est le rôle d'une lettre confidentielle, pour être très clair, c'est-à-dire de détecter des signaux faibles, de dire tiens, là il y a peut-être un sujet, et puis ensuite, ça va effectivement rebondir. Et donc là, on est dans un fonctionnement normal. Mais sur certains sujets, on va un peu comme un apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'on va lancer le truc. Donc sur Madison Cox, moi je vois qu'on est sur un truc où ça bloque. Sur Great Reset, on voit que ça bloque. Sur Brigitte Macron, là c'est carrément la folie, quoi. Est-ce que vous êtes seul à travailler sur ces enquêtes ou vous travaillez en équipe? En fait, moi je travaille essentiellement seul puisque je travaille sur source ouverte, c'est-à-dire je fais une veille la plus riche possible qui va consister à archiver la presse essentiellement sous un angle biographique. Puis voilà, et ensuite, effectivement, on a des contacts, mais les contacts sont pas... c'est très très rare qu'il y ait des dossiers clés en main. Les contacts, c'est plus tu devrais regarder par là, tu devrais faire attention à ce type-là, il est en train de monter. Après, au niveau des contacts, moi je fais toujours très attention, c'est-à-dire que un bon contact, c'est un contact qui sait dire je sais pas. Voilà, ça c'est absolument central, c'est-à-dire que quand vous avez affaire à un type qui sait tout sur tout, vous pouvez être sûr que c'est un mythomane. Alors qu'un type qui vous dit ah ça je sais pas du tout, mais tu devrais regarder par là, tu devrais demander à un tel, tu devrais peut-être lire ça, lui il a écrit là-dessus, etc. Vous voyez, donc il y a aussi une démarche de modestie, c'est-à-dire que la base c'est quand même de dire on sait pas et puis on va essayer de comprendre. Et donc il y a quand même une démarche. Alors ensuite on dit oui c'est une lettre d'extrême droite. Parce que effectivement ça fait peur au public. Si on vous dit que quelqu'un il est anti-maçon, il est antisémite, d'extrême droite, complotiste, vous vous dites en fait ça doit être un truc de dingue, un truc sur papier. Voyez, vous revendiquez pas en fait cette étiquette là d'extrême droite, vous ne la revendiquez pas? Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça veut dire, quoi. Honnêtement, je me positionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, je parle pas du tout de mes abonnés parce que effectivement, il y a une vraie confidentialité. Mais elle est pas du tout d'extrême droite, quoi. Je veux dire, ni dans mes interlocuteurs au quotidien, ni dans mes abonnés, ni d'ailleurs dans ma ligne éditoriale, puisque je veux dire, c'est pas du tout, si on lit fait les documents, on verra que c'est pas du tout, il n'y a pas d'outrance, il n'y a vraiment aucune outrance, il n'y a aucun excès de langage, c'est des faits et des documents. Voilà, tout simplement. Et après, effectivement, en France, tout le monde est traité d'extrême droite, d'antisémite. Je veux dire, l'antisémitisme, c'est quelque chose en France sur les 40 dernières années, je ne sais pas qui n'a pas été traité d'antisémite. Ça, je veux dire, c'est quelque chose faut quand même s'y intéresser. Là, on a eu le décès de Jean-Luc Godard. On a eu des sorties pour nous expliquer que c'était un antisémite. Je veux dire, même Edgar Morin, qui est quand même un juif de très très haut niveau, a été traité d'antisémite à un moment donné. Donc, même Éric Zemmour, pendant la dernière campagne, a été traité de juif antisémite par le grand rabbin de France. Enfin, vous voyez, antisémite en France, ça veut plus rien dire. C'est un qualificatif qui ne discrédite que celui qui l'emploie. Enfin, c'est ridicule. Alors, votre nom aussi est souvent associé à Égalité et Réconciliation, et notamment à Alain Soral. Est-ce une association que vous assumez? Et si vous collaborez, comment vous collaborez ensemble? Alors tout d'abord, Alain Soral était très ami avec Emmanuel Ratier. Donc ça, c'est pas un secret. D'ailleurs, Emmanuel Ratier avait dit un journaliste du Point, je crois qu'il s'appelait Saïd Maran, et qu'il a écrit dans un article qu'il y avait effectivement une collaboration et que Alain Soral était un de ses meilleurs amis. Donc
Enfin, c'est logique. Donc ensuite, moi, quand j'ai commencé à travailler à Faits et Documents, rapidement, Emmanuel Ratier m'a présenté à Alain Soral. Et donc on a mangé ensemble, quoi. Et Alain Soral m'a dit, écoute, donc en fait l'idée c'était de créer une synergie. On était début 2013. À ce moment-là, ça commençait à chauffer. Il y avait eu le discours de Manuel Valls pendant l'été avec l'affaire Frédéric Aziza, où Manuel Valls avait désigné personnellement Alain Soral comme adversaire. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Emmanuel Valls qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Et du coup, et l'idée c'est de mettre en place un fonctionnement qui va permettre d'avoir une réactivité au niveau des portraits. C'est-à-dire que quand quelqu'un attaque Alain Soral ou Égalité Réconciliation, on ait un portrait fait et document qui soit tout chaud et qu'on puisse effectivement publier à la fois dans la lettre et sur le site d'Égalité Réconciliation. Et donc moi c'est ce que je vais faire pendant 2 ans, donc faire les portraits dans Faits et Documents et puis créer cette synergie avec Égalité Réconciliation, synergie qui va se matérialiser aussi par des équipes qui vont venir classer la documentation, puisque en fait on est avant tout documentaliste, c'est-à-dire qu'en fait je dirais 90% de mon travail, c'est de l'archivage, c'est-à-dire archiver tout ce qui passe, etc. Ce qui souvent n'est pas compris, mais qui est absolument central. C'est-à-dire que toutes les bonnes infos, on les a parce qu'on les a archivées. Quasiment à chaque portrait, la bonne info, c'est parce qu'elle a été archivée il y a 15 ans, 20 ans, et à chaque fois, donc c'est une partie centrale de notre travail. La rédaction ne prend que 10%. Et donc du coup, ce travail d'archivage, au niveau presque manuel, c'est les équipes d'Égalité Réconciliation qui vont l'assumer. Et effectivement, alors moi, ça m'est reproché par des gens pas très solides, mais à ces gens pas très solides, je leur dis, d'abord, vous avez jamais fait écho au travail de Faits et Documents, quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez. Et deuxièmement, quelle organisation nationaliste aujourd'hui en France est capable de fournir des militants pour classer de la documentation? Aucune. Voilà, donc ceux qui me reprochent ce partenariat, je les ai jamais vus venir donner un coup de main. Voilà, donc moi j'ai vraiment aucun problème avec ça. En plus c'est quand même du caviar de faire des émissions avec Alain Soral, parce qu'Alain Soral c'est quand même un des meilleurs. C'est même le meilleur. Beaucoup de gens le disent en privé. Certains ont le courage de le dire en public. Quand il passait à la télé, il pétait les scores d'audience. Donc faire des émissions avec Alain Soral, c'est aussi hyper formateur, parce que effectivement, c'est comme quand vous jouez au tennis avec quelqu'un qui est surclassé par rapport à vous, vous progressez plus vite, quoi. Donc voilà, donc moi j'assume parfaitement, et puis en même temps ça a aussi un écho au niveau de la promotion, et puis Alain Soral a le courage de reprendre les informations qui sont dans Faits et Documents, comme Jean-Marie Le Pen d'ailleurs avait le courage si vous regardez un débat sur la 5 entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Stoléru, Le Pen lui déballe son dossier à la gueule, et c'est du 100% Faits et Documents. Est-il exact que vous ayez la double nationalité ? Laquelle? Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, je suis français. Avez-vous une double nationalité? Non, je suis français, tout simplement. Vous n'avez pas de double nationalité? Non, je n'ai pas. Ah, parfait. Alors, j'aime mieux ça, parce que j'aurais été, dois vous le dire, un peu gêné si j'avais su que vous aviez une autre nationalité que la nationalité française. Mais je vous pose la question, vous me dites que non. Par conséquent, il n'y a pas là de débat. Donc aussi, il y a très peu d'hommes politiques qui ont le courage de faire de la politique avec ce type d'informations. C'est pour ça, par exemple, que j'admire Donald Trump, parce qu'il est vraiment dans cette veine, Jean-Marie Le Pen, et puis aujourd'hui, en France, Alain Soral, voilà. Alors financièrement, Xavier Poussard, comment vous maintenez-vous en fait? Comment Faits et Documents arrive à vivre financièrement? Essentiellement grâce à ses abonnés. On n'a pas de donateurs, on n'a pas de mécènes, donc effectivement on vit grâce à nos abonnés. Et en plus on est vraiment pas cher, puisque alors ça c'est un truc on a raconté, j'ai gagné 5 000 € par mois. Enfin c'est quand même assez délirant ça. Je veux dire, si Faits et Documents ça gagnait 5 000 € par mois, tout le monde ferait Faits et Documents. Donc on vit extrêmement chichement. Enfin, on n'est pas à la rue quoi, mais on vit chichement, sans excès, sans rien, et puis grâce à nos abonnés. Alors une rumeur dit que vous comptez parmi vos abonnés plusieurs journalistes de la presse mainstream.
Est-ce que vous confirmez? C'est une vraie info ou c'est une intox? Bah, c'est-à-dire que quand on se met en situation de produire de l'info et qu'on en produit, dans les faits, bah forcément on va être lu par les gens qui sont amenés à produire de l'information. Enfin c'est une lapalissade quoi. Donc effectivement on est lu. Voilà, je vais pas c'est pas quelque chose dont je veux parler en particulier, mais effectivement, bon, je suis journaliste, c'est une profession, voilà, sur l'affaire Brigitte, j'ai été amené à être en contact avec beaucoup de journalistes de la presse mainstream. Voilà, tout le monde a dit, ouais, voilà, t'as mis sur la table, il y a un problème avec la biographie de Brigitte Macron. Donc ensuite, ils vont pas faire d'écho. C'est-à-dire que le maximum qu'on peut obtenir, des fois, c'est que le type vous crache pas dessus, quoi. Alors justement, vous me faites une belle transition. On va parler de l'enquête que vous avez menée autour de la famille Trogneux. Et moi, j'aimerais savoir quel est l'élément qui vous a poussé à enquêter, en fait. D'abord, disons, à fait document, le premier portrait d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Ratier qui le fait en novembre 2012. Donc à ce moment-là, Emmanuel Macron est déjà connu, je dirais, dans un cercle qui sont les 600 personnes qui comptent à Paris. Et à ce moment-là, il va être vendu dans la presse principalement écrite. Ça veut dire qu'on va élargir, disons, le cercle des gens qui ont entendu parler d'Emmanuel Macron de 600 personnes à 10 000, quoi. Donc nous, à ce moment-là, on fait un portrait et ressort rapidement cette différence d'âge avec son épouse. Ce qui intrigue vraiment. Et puis, en même temps, il a une couverture médiatique qui est tellement dithyrambique à un niveau assez inhabituel. Ensuite, on suit, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'on se dit, bon, celui-là, on le suit. C'est-à-dire que vraiment, on va archiver, etc., on va surveiller, etc. Bon. En 2014, pour la première fois, on voit, d'ailleurs, on est les premiers dans Fait les documents, à parler de Brigitte Trogneux. Et puis en 2014, on la voit apparaître dans un shooting de Closer, et puis on va la voir apparaître ensuite, en 2015, exister réellement à partir de juin 2015. Je crois qu'il y a une réception princière à l'Élysée avec, je crois, je sais plus si c'est la famille royale du Pays-Bas ou la famille royale espagnole ou les deux. Enfin bref, il y a une couverture de gala. Et là, on continue nos archives et en fait, il y a des gros problèmes, quoi. C'est-à-dire que ça change tout le temps, c'est pas clair. Qu'est-ce qui change? Voilà, qu'est-ce qui change? Bah, ça change, c'est-à-dire on voit que c'est réécrit. Au début, elle est née à la fin des années 50. Ensuite, le divorce avec le premier mari est donné en 2000. Ensuite, on va apprendre qu'elle est finalement née en 53, que le divorce intervient en 2006. Au bout d'un moment, on nous explique qu'elle est prof de français à Henri IV. Après, c'est professeur de français à la Providence. Puis ensuite, c'est plus professeur de français, c'est prof de théâtre. Et puis au début, ils ont 20 ans d'écart. Puis si elle est née en 53, ça veut dire qu'ils en ont 24, 25. Si c'est à la Providence en 92, 93, ça veut dire que lui, il va sur ses 15 ans au moment de la rencontre, ça veut dire qu'il a 14 ans. Au début, elle a 36 ans, lui 17, etc. Donc en fait, il y a plusieurs couches de réécriture de l'histoire. Et quand on a fait le travail d'archiviste, eh ben on voit ces couches sédimentées, quoi. Et ça, c'est extrêmement troublant. Parce qu'il y a toujours le storytelling, si vous voulez, le type qui a une licence, finalement il va avoir une maîtrise, etc. Bon, chacun s'arrange dans sa biographie, maintient des zones d'ambiguïté. Il y a toujours des ambiguïtés, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Et d'ailleurs, le jeu du portrait, là on a fait un portrait d'Elisabeth Borne, c'est typiquement ça, c'est-à-dire comment des petits bouts de biographie sont réécrits, et qu'est-ce qui a été dit avant, et qu'est-ce qu'il en est réellement, c'est le jeu du portrait. Mais là, c'est dans des proportions, je dirais, complètement inhabituelles. Ensuite vient donc la période 2016-2017 et où le couple va être surmédiatisé avec ce qu'on va appeler la rumeur Mathieu Gallet par-dessus. C'est-à-dire que le couple est surmédiatisé et en même temps on a la rumeur Mathieu Gallet. Rumeur Mathieu Gallet dont on découvrira avec le temps qu'elle a en fait été alimentée par le couple présidentiel lui-même. Ça c'est sourcé dans un livre qui s'appelle Les Macron, qui a été écrit par des journalistes de gala, et puis ce sera sourcé ensuite par Marc Andevelde dans son livre Le Grand Manipulateur. Donc ça c'est un fait qui est établi. C'est-à-dire le couple Macron a alimenté la rumeur Mathieu Gallet. Donc en fait on a à ce moment-là la dernière couche de réécriture de l'histoire qui va être maquillée par une rumeur que le couple a lui-même alimentée. Et puis ensuite, il y a l'histoire intéressante à raconter dans cette biographie, c'est l'histoire de ce premier mari. Parce que là, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un type, il a 3 enfants avec une femme, il est cadre de banque, et il va se faire piquer sa femme par
un lycéen prépubère. Enfin, là, on est dans quelque chose de complètement inhabituel. Donc, qui est ce type ? Et ça, cette question-là, elle va animer beaucoup de rédactions. Beaucoup de rédactions vont se dire « Ah tiens, il y a un papier à faire, c'est le premier mari de Brigitte. » Parce que c'est le grand oublié de l'histoire, parce qu'on nous a vendu cette romance comme quelque chose d'extraordinaire, donc Macron comme un conquérant, puisque Macron a conquis Brigitte, et maintenant il va conquérir la France. C'est ça qui nous est vendu. Et on se dit, il y a quand même un type qui est resté sur le carreau, quoi. Et ce type, faut quand même le retrouver. Et donc moi je vais le chercher, et le seul Auzière que j'ai dans ma documentation, c'est un type qui s'appelle Jean-Louis Auzière, et dont on découvrira plus tard qu'il a des similitudes physiques pour le moins troublantes, je suis extrêmement prudent, avec le premier mari de Brigitte. On va découvrir ensuite que la presse anglaise l'a recherché, l'a jamais retrouvé, et ensuite Sylvie Baumel, qui est une journaliste qui a fait des portraits dans JDD, Vanity Fair, etc., va faire un livre entier où elle recherche le premier mari de Brigitte et elle ne le trouve jamais, et elle conclut « On se croirait dans Black Mirror », comme si les officines du président étaient rentrées dans les cerveaux pour effacer les mémoires, hein, alors qu'on a affaire à une journaliste qui est rationnelle, si vous voulez, pas spécialisée dans le paranormal, Sylvie Baumel. Vous l'avez cherché, ce monsieur dont on ne connaît même pas le visage. Il n'y a aucune photo de lui. C'est vraiment le fantôme de ce parfait storytelling qui est raconté. Pour moi, c'est le secret le mieux gardé de la République actuellement, ça c'est certain. Donc on va avoir déjà ce problème-là. Ensuite, on va avoir un deuxième problème qui est la faiblesse. C'est-à-dire que vous avez à la fois une surproduction autour du couple Macron, et en même temps, quand vous enlevez le gras, c'est-à-dire quand vous réduisez, parce que nous c'est ce qu'on fait, on fait de la synthèse, quand vous enlevez le gras, vous avez presque rien. Et ça va être dit par tous les journalistes qui ont travaillé dessus, puisque Virginie Hinard, qui fait le documentaire de référence sur Brigitte Macron, qui s'appelle Brigitte Macron, un roman français, va dire c'est le blackout total. Après, c'est tout un programme quand même, cette femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas, c'est quand même c'est extrêmement signifiant quand on raconte aussi une histoire de transgression. Du coup, c'est sans doute votre film le plus hybride, le moins abouti. Enfin, vous tournez autour de quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se dit pas. Ce n'est ni un film muet, ni un film parlant, hein, parce que contrairement à Jeanne Moreau, Brigitte Macron, elle est bien vivante, mais elle ne s'exprime pas. Alors, ses amis parlent, Damien d'Alsace, la femme de Jean-Pierre Jouyet, anciennement à l'Élysée, ses collègues, ses anciens élèves, sa troisième fille, Tiphaine, toujours la même. C'est tout. La question, c'est pourquoi Tiphaine ou pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, Brigitte Macron ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas et pourquoi faire un film quand les deux autres enfants ne parlent pas, la famille Trogneux ne parle pas, la famille Macron ne parle pas ? Tant Brigitte Macron a eu 3 enfants, donc on pourrait tout de même se dire ces 3 enfants ont des souvenirs de leur papa. Est-ce que là, voilà, vous n'êtes pas allé chercher dans cette direction-là ? Quel est le rôle de ces enfants ? Quel rôle jouent-ils alors, ces enfants ? La question qui est posée aujourd'hui, c'est d'abord la question de reconstituer la famille, hein, puisque moi c'est ce que je dis, après ça relève de l'intime conviction, mais je dis ça ressemble à Mulholland Drive. C'est-à-dire Mulholland Drive, c'est ce film où en fait les personnages ne sont pas à leur place. Et il y a une révélation à la fin où on découvre qu'en fait les personnages n'étaient pas à leur place. D'ailleurs, qu'il y a un film qui a beaucoup à voir avec le bovarisme. Le bovarisme, c'est une référence constante de Brigitte Macron. Entre ce que l'on pourrait nommer une vie bien réelle et une vie rêvée. Et c'est cela même qu'on a qualifié d'ailleurs de bovarisme, cet écart entre réalité et rêve. Donc on est là-dedans. Donc ensuite, moi, ces enfants, voilà, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on a arrivé à un stade d'avancement de l'enquête où on peut dire clairement qu'ils sont les enfants de Brigitte Trogneux, épouse Auzière, et de André Auzière. Ça, c'est à l'état civil. Mais le problème central qu'on a, c'est la question du passage à l'image. Et jusqu'à présent, à l'heure où on enregistre, moi ce que je dis au couple présidentiel, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jusqu'à présent, ce passage à l'image, pour une raison pour l'instant inexplicable, est pour eux impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible de montrer une photo de Brigitte Macron avec son premier mari et ses 3 enfants avant, je dirais, les années, enfin, même, il y en a pour ainsi dire pas avant la campagne de 2017. C'est-à-dire, il n'y a pas de photos anciennes, il n'y a que des photos récentes. Il est très compliqué, il est impossible pour eux de montrer une photo de Brigitte avec son premier mari, impossible pour eux de montrer une photo de Brigitte avec ses enfants, etc., etc. De la même façon
qu'il est impossible pour Emmanuel Macron, visiblement, et encore une fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire, de montrer une photo de lui avec ses parents avant le milieu des années 2000, c'est-à-dire à une époque où il est déjà à l'ENA. Donc voilà, donc vous avez un trou biographique qui est d'autant plus inhabituel que vous allez avoir affaire à une surmédiatisation en termes d'image. Je m'explique. Par exemple, Brigitte Macron, si vous ajoutez avec ses enfants, a fait 13 couvertures de Paris Match. Alors que c'est quelqu'un qui est rentré dans la vie des Français en juin 2015. Ça fait 7 ans qu'elle est rentrée dans la vie des Français, elle a fait 13 couvertures de Paris Match. Juste pour donner un élément de comparaison, Bernadette Chirac, c'est 8 couvertures de Paris Match. Donc on est à plus de 30% de plus que Bernadette Chirac. Donc vous voyez, à la fois on vous la montre en maillot de bain, on vous montre des images d'un mariage, on vous montre des images du théâtre, c'est-à-dire qu'on veut vous faire passer l'idée, on veut faire passer l'idée au public qu'il n'y a rien à cacher. Or, tous les journalistes de Paris savent qu'il y a d'énormes problèmes. Pourquoi ? Parce que les journalistes de Paris sont amenés à illustrer leurs articles. Et quand vous illustrez votre article, vous avez un book. Et ils voient bien, ils ouvrent le book, et ils voient bien qu'il n'y a rien. Voilà, c'est ce que Virginie Linhart, qui a été produit par Georges-Marc Benamou, qui a fait un documentaire sur France 3. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de nuire. Va appeler le blackout total. Ensuite, sur France Inter, elle dira « Le premier mari est un personnage fantôme ». Le Monde, parlant des parents d'Emmanuel Macron dans un portrait sur Henri Herman, dira ses parents qui planent comme deux fantômes sur sa biographie. Vous avez Le Monde qui va employer le terme, en parlant de la biographie de Macron, en parlant de légende officielle, qui est quand même un terme très très fort, puisque la légende, ça renvoie au bureau des légendes, etc., à une biographie inventée, fantasmée, etc. Vous avez ce problème-là. Vous avez tous les biographes qui vont être amenés à écrire sur la jeunesse d'Emmanuel Macron, qui vont faire des portraits croisés. En général, quand vous faites un portrait croisé dans la presse, c'est que vous n'avez pas assez de matériel pour faire un portrait. Donc, si vous voulez, vous avez Hervé Algalarondo du Nouvel Obs, qui est un journaliste assez honnête, très honnête, qui va, croiser avec Édouard Louis, et il faut voir ce qu'il écrit sur sa recherche sur le passé d'Emmanuel Macron. C'est du même acabit que ce que je citais tout à l'heure sur Sylvie Baumel, puisqu'il va rapporter qu'au bout d'un moment, un type demande à Emmanuel Macron « Et ta sœur, comment va ta sœur ?» Et lui se retourne vers Brigitte Macron et il lui répond « Mais qu'est-ce que je dois répondre ?» Et voilà, donc c'est des faits extrêmement inhabituels, des anomalies. Donc si vous voulez, vous avez tout ce tissu d'anomalies. Et moi, concrètement, je vais rentrer en contact avec une dame qui, elle, a une thèse. Voilà, elle a une thèse. C'est pas une journaliste. Elle n'a pas travaillé 3 ans d'enquête, tout ça, c'est des conneries. Elle a une thèse. Vous pouvez citer son nom, hein, je pense que non. Oui, non, mais j'ai pas de problème, c'est Natacha Ray, voilà. Elle a sa thèse, et elle dit, voilà, Brigitte, c'est Jean-Michel. Jean-Michel a eu des enfants avec une dame qui s'appelle Catherine Audois. Catherine Audois vit avec un type qui s'appelle Jean-Louis Auzière, et Jean-Louis Auzière, c'est à partir de lui qu'on a créé l'histoire du premier mari, qui est un personnage fictif, et qui a adopté les enfants, ce pourquoi il s'appelle Auzière. Bon. Moi, je prends connaissance de l'hypothèse, je la juge intéressante, parce qu'effectivement, j'avais suivi ce frère, donc Jean-Michel Trogneux, que j'avais vu dans les statuts, mais que je voyais jamais cité dans les biographies. Sauf dans la biographie de Sylvie Baumel, qui révélait qu'il avait été le témoin de mariage au premier mariage de Brigitte. Bon. Donc voilà, mais après tout, je veux dire, c'est pas suffisant. Parce que ce type, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a une réunion dans la famille, Brigitte Macron est amenée à devenir une personnalité exposée politiquement. Bon, et à ce moment-là, il y a une réunion de famille et on dit moi, j'ai envie de rester en dehors de tout ça. Ça peut très bien exister. Après tout, c'est pas un personnage exposé politiquement. Donc, ça se trouve, il est sympathisant Front National et Macron, il a pas envie d'être dans la combine. Donc, il y a plein de raisons. Voilà, il est pas sur Google. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Faut quand même, parce que le problème de Natacha Ray n'étant pas journaliste, c'est qu'ensuite elle va communiquer sur des éléments qui sont pas des éléments recevables. C'est-à-dire quand elle va communiquer sur la boutique qui n'était pas ouverte sur Google View, il n'existe pas parce qu'il n'a pas d'activité sur Facebook. Enfin, vous voyez, faut quand même, c'est presque un miracle que le dossier existe encore avec toutes les conneries qui ont été racontées. Il faut quand même être objectif. Bon. Et elle, en fait, va contacter la dame qu'elle suspecte être la mère des enfants de Brigitte, qui est inscrite sur Facebook sous le nom de Catherine Audois-Auzière. Elle va lui envoyer ce message: je sais tout pour vous. Je sais tout pour Jean-Michel, je sais tout pour Laurence, Stéphane et Sébastien.
et elle va lui envoyer des assemblages photos qui suggèrent que Brigitte est Jean-Michel Trogneux et que André-Louis Auzière est Jean-Louis Auzière, c'est-à-dire, voilà. Et elle va se retrouver en garde à vue. C'est-à-dire que là, j'ai un fait à relayer. Et ensuite, étant donné la série d'anomalies, je relaie sous la forme interrogative, tout en relayant les pièces que j'ai qui vont dans le sens contraire de la thèse. Parce que, effectivement, sinon, si je l'étais en disant non, bon, je l'aimais pas parce que ça va pas dans le sens, à ce moment-là, on me les met dans la gueule le lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça que, quelque part, les débunkers vont être un peu coincés, parce que, effectivement, si on veut débunker, ben, on est obligé de s'appuyer sur faits et documents. Ensuite, bon, va y avoir, le sujet va être mis sur la table à la pirate. D'ailleurs, je peux pas lui en vouloir parce que moi, je suis plutôt pour faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire communiquer à un petit cercle de gens, voilà, les conclusions, et ensuite de voir comment on peut avancer, etc. Et bon, elle va y aller à la pirate, c'est-à-dire moi je sais, etc. Puis en plus, elle va dire qu'elle a des preuves, qu'elle a caché chez un avocat, donc c'est vrai. Donc si elle a des preuves cachées chez un avocat, qu'elle sortira, etc. C'est-à-dire que c'est vrai. Donc elle dit, mon truc c'est ça, etc. Et elle en est convaincue d'ailleurs. Elle est sincère dans sa conviction d'avoir raison. Cela dit, il y a des éléments qui vont dans le sens contraire. Et moi, mon but quand je publie, c'est avant tout de générer un flux d'informations. Donc elle, comme bon, elle agit en pirate, et finalement, bon, on peut pas lui donner tort. La question va être mise sur la table. Ça va faire un buzz énorme sur Twitter. D'ailleurs, Twitter va déréférencer le hashtag Jean-Michel Trogneux. Moi, à ce moment-là, je me dis, bon, La République En Marche va enfin nous sortir des photos de Brigitte avec ses enfants, Brigitte avec son frère. Ils vont publier ça avec un compte anonyme en donnant la consigne à tout leur réseau de comptes, de retweeter, et l'affaire va être enterrée. C'est une des possibilités qui est envisageable à ce moment-là. Or non, le hashtag va être supprimé, la vidéo va être supprimée, l'avocat de Brigitte Macron dit aux journalistes, alors là je sais pas dans quelle mesure c'est une erreur ou si voilà, mais bon, va dire qu'elle porte plainte. Reuters fait une dépêche, et là ça devient l'effet stressant, puisque comme moi j'avais eu la garde à vue, là les autres journalistes ont un truc à me sonner pour pouvoir relayer, c'est-à-dire Brigitte Macron porte plainte après la rumeur. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les télés du monde entier vont juger intéressant de porter cette dépêche Reuters, non seulement de la traiter, mais de la porter à l'image, c'est-à-dire de reproduire les assemblages de photos suggérant que Brigitte est Jean-Michel Trogneux. Les Russes, eux, vont relayer sur le thème franchement affirmatif. Eux, ils n'ont pas de problème, c'est affirmatif. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, etc. Et puis ensuite, ils vont lier l'affaire au dossier Trump. Je sais pas, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas ce qu'ont les Russes, je sais pas ce qu'ont les Américains, etc. Mais bon, en tout cas, le dossier va prendre une ampleur internationale, mais même avant de prendre une ampleur internationale, au niveau national, on voit que la question que nous, on avait posée, moi j'ai simplement posé la question, pourquoi Brigitte rechigne-t-elle à s'épancher sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé? Point. Je veux dire, moi quand je sors ça, je me dis, j'attends la sortie de Paris Match et je me dis, bon, on va être au début de la campagne pour la présidentielle et on va avoir un article du genre, avant la course pour 2022, Brigitte Macron se ressource parmi les siens, et incidemment on va nous mettre des photos de famille et il y aura son frère et j'aurai l'air d'un con. Mais je vois pas ça se produire. Je vois pas ça du tout se produire. Je vois un article dans Le Monde qui sort le 8 novembre 2021, donc un mois après la sortie de mon dossier et un mois avant la vidéo de Natacha Ray. Et là, je lis, l'Élysée se prépare, ils craignent les rumeurs pour 2022, etc. Il y a une veille active à l'Élysée, notamment sur le site jeuxvideo.com. Là, je me dis, qu'est-ce qui traîne sur jeuxvideo.com? Je vais sur jeuxvideo.com et là, je vois qu'il y a 70 pages de conversations sur l'enquête avec des types qui les ont scannés et qui se les échangent en message privé. Comme on dit, ça infuse. Ensuite, moi, au niveau de mes contacts, j'ai des gens qui me disent, pendant que je sors la série, c'est-à-dire pendant que je sors les premiers numéros, qui me disent, t'es en train de foutre une merde, il y a une ambiance épouvantable à l'Élysée, fais quand même gaffe à toi, etc. Bon, donc je vois que ça bouge, quoi, pour faire simple. Et quand le sujet va être mis sur la table, effectivement, la question... C'est-à-dire que là, c'est vraiment le rôle d'une lettre confidentielle. C'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose et c'est un signal faible. C'est-à-dire que là, Natacha Ray est placée en garde à vue pour avoir formulé une hypothèse a priori absurde à une dame qui a priori n'a rien à voir avec Brigitte Macron. Et moi, je vais donc du coup poser la question. Et à ce moment-là, la question va être posée à Brigitte Macron en personne
sur TF1 au 13h de Jacques Legros et par Alba Ventura sur RTL. Et là, ce qui est encore plus surprenant, c'est-à-dire que là, Brigitte Macron peut tout très bien répondre honnêtement, c'est honteux, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Moi, ce frère, voilà, c'est un frère qui est en très grande difficulté, qui ne souhaite pas exister, qui est complètement, qui ne souhaite pas être exposé politiquement, tout simplement, qui a eu un parcours difficile, sans même rentrer dans les détails. Elle pourrait avoir un mot pour ce frère, dire d'abord, c'est pas moi que je viens défendre, c'est l'honneur de ma famille et mon frère dont le nom est jeté en pâture. Non, elle dit pas ça. Sur TF1, elle va dire non, moi mon problème c'est les mineurs. Et sur RTL, elle va dire ils ont bouleversé la généalogie de mes parents. Or, le problème, tout dans la biographie officielle qui a été de Brigitte Macron, qui est faite à partir d'un article de Elle, et puis ensuite qui a été transformé et approfondi en livre qui s'appelle Brigitte Macron l'affranchie, va reposer précisément sur une réécriture partielle de la généalogie. Donc c'est des choses extrêmement troublantes. Bon, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une rumeur, c'est-à-dire qu'il y a la rumeur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler. Les gens pensent que ça fait sens, d'autres se sont là, j'y crois pas, enfin peu importe. Ce que je regrette du côté de Natacha Arès, c'est que il y a du coup ce que j'appelle un flux d'informations qui a été déclenché. C'est-à-dire que le sujet est mis sur la table et là ça déclenche un flux d'informations. C'est-à-dire que des gens vont faire des recherches, vont aller en bibliothèque, retracer, etc. et apporter des pièces comme on apporte des pièces à un puzzle. Or ces pièces vont invalider en partie sa thèse. Ça veut pas dire d'ailleurs quand les Russes relaient, dit globalement elle s'appellerait Jean-Michel Trogneux. En gros, pour faire simple, comme on dit, il y a des trous dans la raquette. Et quand il y a des éléments qui viennent s'ajouter, par exemple on va découvrir que ce Jean-Michel Trogneux, Brigitte a été son témoin de mariage. Donc en fait, son témoin de mariage réciproque. Voilà. Donc ça confirme qu'il y a un vrai problème. Donc tous ces éléments-là, ça sert à rien de les rejeter en disant les documents sont faux, tout est faux, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sur certains documents, effectivement. Mais il faut intégrer toutes les pièces. Et quand on intègre toutes les pièces, on tombe finalement sur une équation à une inconnue et tout le dossier rentre dans l'ordre. Voilà. Il faut juste comprendre que le problème essentiel de la biographie, c'est le passage à l'image. D'ailleurs, c'est le visuel que j'ai fait. Tous les lycéens étaient amoureux d'elle, qui est vraiment un condensé extrême de l'enquête. C'est-à-dire, je mets la plus ancienne photo, enfin une photo de Brigitte Macron dans les années 80, qui est une des plus anciennes photos de Brigitte Macron clairement identifiable. Donc je la mets, donc c'est la photo en cardigan dans les bois, et je sous-titre « Tous les lycéens étaient amoureux d'elle ». Et là, tout le monde voit qu'il y a un problème de passage à l'image. Et ce qui semble, c'est que ce passage à l'image soit impossible pour le couple présidentiel, ce qui ne fait que, évidemment, alimenter la rumeur. Donc pour vous, c'est plus qu'une rumeur, tout de même. Pour l'instant, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez une série d'anomalies qui permettent de poser une question, d'accord ? Et le but, c'est de passer de la série d'anomalies au faisceau d'indices graves et concordants permettant d'être sur un conditionnel dur, c'est-à-dire serait manifestement. Voilà, ça c'est un conditionnel dur. Après, j'entends beaucoup parler de la preuve. Bon, la preuve, je comprends que le public soit sur une idée de la preuve. Mais la preuve, si vous voulez, c'est quand vous êtes sur TF1 avec à 20h, à 21h le dimanche soir, sur votre canapé avec une glace à Gendas. Et là, vous avez dans la série policière le type qui va chercher un poil de cul au coroner, qui le met dans un sachet, qui va le faire expertiser au labo. Et là, bim, il y a la preuve à cause de l'ADN. Et bon, ça, c'est de la fiction. Quand vous êtes aux assises, vous avez un juré d'assises et vous avez des faisceaux d'indices graves et concordants. Et ensuite, il y a la conviction du juré, etc., etc. Et donc, c'est comme ça. Donc, sur une enquête comme ça, quand vous prenez des grosses enquêtes, quand vous prenez Epstein, à la fin, vous avez surtout des questions. C'est-à-dire que faire une bonne enquête, en conclusion, c'est de savoir, une enquête, elle est bonne quand on a posé la bonne question à la fin. C'est pas quand on a apporté la preuve. Si vous vous intéressez à l'affaire du pasteur Doucet, qui a été dont on a un peu reparlé en marge du dossier, sans qu'il y ait de fondement d'ailleurs, je précise, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Joseph Doucet a décidé d'être le pasteur des marginaux sexuels, ce qu'il appelle la minorité des minorités. Drôle de paroissien, homo, lesbienne, travesti, transsexuel, sadomaso et même pédophile. Il reçoit tout le monde et organise pour chaque catégorie des réunions spécifiques
au CCL. Vous lisez le bouquin de référence sur le pasteur Doucet qui s'appelle « Mort d'un pasteur » de Bernard Violet, ça finit par... c'est des chapitres entiers d'interrogation, c'est-à-dire quel est le rôle de ce personnage, etc., etc. Et c'est pas anti-méthodologique de formuler des hypothèses. Pour l'instant, je le dis, en l'état actuel des choses, on est sur un faisceau d'anomalies permettant de poser une question. On n'est pas sur un faisceau d'indices graves et concordants permettant un conditionnel dur, ni même sur une preuve. Et sur la preuve, pour finir sur la preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu. Et l'aveu, on sait comment ça s'obtient. Donc l'aveu, ça s'obtient violemment, quoi. Je veux dire, c'est très clair. Donc il n'est pas question d'avoir un aveu. Donc voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Et en tout cas, c'est un dossier qui est intéressant et puis qui aujourd'hui ouvre des perspectives de rebondissement éventuellement à l'international. Puisque on a appris que Donald Trump avait un dossier sur Emmanuel Macron, ce qui est hyper surprenant là, c'est pareil, c'est complètement anormal. Je veux dire, il a 10 000 vrais faux amis au sein du parti républicain, 10 000 ennemis au sein du parti démocrate, la presse, les médias audiovisuels, le milieu de Wall Street, enfin vraiment Donald Trump, il connaît tout le monde. Il peut avoir des dossiers sur 200 dirigeants internationaux, d'organisations de banques centrales, de l'ONU, etc., de diplomates, enfin il pourrait avoir un dossier sur vraiment 10 000 personnes. Non. Il a un dossier sur un individu, c'est Emmanuel Macron. Et quand même, ça interroge. Voilà. Bon, affaire à suivre alors. Dans ce dossier, est-ce que vous avez reçu des pressions, vous personnellement ? Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se dit... moi, quand je pose la question la première fois, je me dis, bon, ça se trouve, dans une semaine... je suis à poil, quoi. Mais bon, j'évalue, grosso modo, je me dis, bon, Natacha Ray, quand je relais le truc, je me dis, je vois bien qu'il y a des trous dans la raquette, puisqu'effectivement, je relais tous les éléments qui vont dans le sens contraire. Donc je me dis, bon, à mon avis, elle a touché du doigt quelque chose. Et puis on verra bien. On a vu, mais vous, est-ce que vous avez subi des pressions ? Alors moi, c'est très simple, c'est-à-dire que j'ai été, donc on pose cette question qui est a priori absurde, et on se retrouve, alors au début... Après le buzz, c'est-à-dire qu'au début, il s'est rien passé. Après le buzz, j'ai été convoqué pour harcèlement depuis Sainte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, l'idée, alors je ne sais pas si elle va se poursuivre cette idée, c'est l'idée que Natacha Ray aurait harcelé la dame inscrite sur Facebook sous le nom de Catherine Audouin-Lauzière. Et donc, voilà, donc ça, première convocation concernait des faits de harcèlement. Et ensuite, très rapidement, les événements qui sont intervenus étaient extérieurs au dossier. C'est-à-dire que j'ai été convoqué pour appel à la haine antisémite, pour avoir donné dans une émission de radio enregistrée un an avant la liste des propriétaires de médias en France sur le modèle de ce que fait Le Monde Diplomatique ou Livre Hebdo, quoi. Enfin, il n'y avait vraiment rien. Donc à ce moment-là, je ne peux pas me rendre à ces convocations parce que il y a le Covid et pour sortir d'Italie ou pour rentrer en Italie, il faut ce qu'ils appellent le Green Pass, c'est-à-dire le pass sanitaire. Donc je décale, je demande si je peux faire ces audiences au consulat, depuis le consulat de France à Milan, tout simplement avec par Zoom comme ça peut se faire, etc. Puisque c'est pas des affaires très graves, il y a pas mort d'homme, quoi. Et puis on me refuse ça, non, on veut me voir, etc. Donc bon, les deux premiers vont s'éteindre, les deux premières poursuites vont s'éteindre, puis ensuite je vais découvrir qu'en fait un jour la conseillère de la banque m'appelle et me dit, bah écoutez, on va être obligé de vous fermer votre compte personnel et vos deux comptes professionnels, c'est-à-dire le compte de la librairie Vincent, qui est notre librairie partenaire au 115 avenue de la Bourdonnette, on fait un peu de pub comme ça, et le compte bancaire de Faits et Documents, donc mes comptes professionnels et mon compte personnel. Je dis, mais c'est quoi le truc ? Et la conseillère me dit, bah, écoutez, j'ai jamais vu ça, ça vient d'en haut, vous avez un délai pour clôturer vos comptes. Donc on va essayer de réouvrir dans une autre banque. Au fur et à mesure, on va découvrir que bon, on est de fait blacklisté, c'est-à-dire qu'on peut plus réouvrir de compte en France. Ce qui est assez pénible parce que en fait, ça fait perdre du temps, vous êtes obligé de faire tout un tas de démarches administratives. Ensuite, on va envoyer des faits et documents, quoi. On envoie notre lettre, et puis à ce moment-là, on va avoir des abonnés qui reçoivent pas, avec des retours, etc. Et là, la Poste va nous dire, oui, il y a un bug, il y a un problème dans vos envois. Et en fait, effectivement, ça c'était de notre fait, mais il y avait qui était un problème qui existait depuis 4 ans.
C'est-à-dire que c'était un bug informatique dû à la maquette de la lettre, enfin c'était vraiment rien, quoi. Et ça avait jamais posé de problème pendant 4 ans, et là ça a posé de problème. Donc c'est pareil, on a dû régler le problème, on a encore perdu du temps, etc. Donc fermeture des comptes en banque, blocage des envois postaux, convocation pour appel à la haine antisémite, convocation pour harcèlement, qui jusque-là ont débouché sur rien, et en juin, je vais apprendre que Emmanuel Macron a porté plainte contre moi au pénal, dans un dossier complètement autre, qui est un dossier relatif au patrimoine d'Emmanuel Macron, où moi j'avais publié un bail locatif sur un palais au Maroc, ce bail locatif suggérant que Macron puisse être éventuellement copropriétaire de ce palais qui s'appelle le palais d'Arolfa dans la Palmeraie de Marrakech et dont il aurait été copropriétaire avec Guillaume Rambourg. D'ailleurs, sur cette info-là, ensuite ça va être confirmé, par d'autres lettres confidentielles, mais ça va être confirmé grosso modo par la grande presse que Guillaume Rambourg est bien le copropriétaire de ce palais. Quand j'avais sorti ce document, j'avais vu des choses très étranges. C'est-à-dire que, par exemple, le bâtiment, qui était un bâtiment en Normandie, qui était à l'époque le siège de Fait et Documents, on n'avait pas encore fait la refonte de la société, on était encore sur la société d'Emmanuel Ratier, c'était une maison en Normandie, enfin, honnêtement, j'ai jamais vu un endroit aussi humide, avait brûlé 2 jours après la sortie du bail du Fait et Documents, où j'avais sorti ce bail locatif du palais d'Arolfa. Ensuite, mon domicile parisien avait été visité en pleine nuit. Ma domiciliation parisienne avait été visitée en pleine nuit par des gens qui avaient réussi à entrer alors qu'il y avait une porte blindée énorme. Enfin, j'avais vraiment vu que c'était extrêmement bizarre. Et mais surtout, ce que je dois dire, c'est que moi, pour avoir à peu près traité tous les sujets à travers notamment une énorme enquête qui s'appelle le pacte de corruption, en reprenant l'expression d'Olivier Marleix sur la vente d'Alstom et plus généralement sur l'activité d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, moi, ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs, il l'a dit à propos du beurre, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est vrai. C'est-à-dire, Alstom, Rothschild, vous pouvez y aller, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Par contre, vous dites Jean-Michel Trogneux et Guillaume Rambourg, voilà, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, quoi. Et je l'ai ressenti très nettement. Vous étiez conscient de ces risques, en fait, en commençant les enquêtes ? Surtout sur Brigitte Macron, moi, je prends le risque du ridicule dans un premier temps. Enfin, j'évalue quand même à 25% les chances que je sois ridiculisé au bout d'une semaine. Vous voyez, moi, c'est le risque principal que je prends, c'est le risque du ridicule. À l'origine, moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, elle a quand même été mise en garde à vue, je peux formuler sous la forme interrogative, je publie quand même tous les éléments qui vont dans le sens contraire, et on verra. Et puis finalement, pour parler clairement, avant l'été 2021, je me dis je vais écrire sur le couple présidentiel et essayer de faire un portrait, parce que c'est aussi un portrait psychologique du couple présidentiel, l'enquête Le Mystère Brigitte Macron. Je questionne les gens autour de moi, pas dans les milieux initiés politiquement, les gens lambda, quoi. Quand je dis, tu sais qu'on sait rien, en fait, sur la jeunesse de Macron, tu sais qu'on sait rien sur Brigitte. Les gens disent, mais que tu racontes n'importe quoi, l'histoire, on nous l'a raconté partout. Et donc là, je vois que, en fait, cette manip, c'est-à-dire cette surabondance d'images, paradoxal, puisqu'en fait il y a une absence d'image, il y a une vraie absence d'image et une fausse abondance d'image. Il faut comprendre, faudrait comparer avec un trompe-l'œil, mais un trompe-l'œil il est fait pour aussi attirer l'œil, c'est-à-dire qu'en général le trompe-l'œil on va vous mettre une échelle avec un pompier qui vient sauver un chat, etc. Donc en fait le trompe-l'œil attire l'œil. Or là c'est un trompe-l'œil qui est construit pour susciter une sorte d'indifférence. C'est-à-dire c'est comme si vous peignez une façade d'immeuble avec des fenêtres, des balcons, etc., comme les fenêtres et les balcons qu'il y a sur la rue. Donc vous pouvez passer devant ce trompe-l'œil pendant 10 ans sans jamais voir que c'est un trompe-l'œil, sauf le jour où vous essayez de rentrer dans l'immeuble en question. Vous voyez ? Et donc quand je dis aux gens, tu sais qu'on sait rien sur Emmanuel Macron, sur sa jeunesse, tu sais qu'on sait rien sur Brigitte, qu'il y a des tas de zones d'ombre, etc., que dès que les journalistes s'y intéressent, ils sont convoqués, ils ont des pressions, tout est verrouillé, etc., etc., etc. Les gens le savent pas du tout. Cette idée-là, elle n'est pas du tout passée dans l'opinion. Donc déjà, notre enquête a permis, disons dans un premier temps, si on compare ça à une guerre, a permis de, détruire le narratif officiel, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, même ceux qui croient pas, peu importe, mais tout le monde sait que ça cache quelque chose.
Cette idée-là est clairement passée, et ensuite on a réalisé des avancées au niveau de la biographie, c'est-à-dire qu'on a identifié effectivement toute une famille du côté de Jean-Michel Trogneux, on a identifié des tas de trucs, ensuite on a tout passé au peigne fin, parce que c'est ce que je dis, c'est que la biographie officielle sonne faux. Mais ce qu'on peut dire simplement, c'est que le principal débunkage a consisté à dire Brigitte Trogneux, née le 13 avril 53, épouse André Auzière, le 28 juin 74, ça existe. Donc moi, je vais vérifier et je vais essayer d'accumuler un certain nombre de pièces. Et bon, ce mariage, il est annoncé, etc. Donc ça existe, ça c'est la première partie du débunkage. Donc la question à ce moment-là, si on pense que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux, la question c'est qui est Brigitte ? Donc ça c'est déjà une première, la question c'est plus où est Jean-Michel, c'est où est Brigitte. Et ensuite la deuxième chose qui a été avancée, c'est que Jean-Michel Trogneux était un personnage qui, moi, m'avait été décrit comme un petit gros, qui était présent à l'investiture, aux deux investitures, à la première investiture d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Bon, moi, je vais être honnête, ce personnage, tout le monde peut avoir le même ensemble documentaire. C'est-à-dire que l'ensemble documentaire, c'est les vidéos des deux investitures, on le voit. Ensuite, un article qui est paru à la suite de l'enquête au moment de la réélection de Macron en 2022 à l'enterrement d'un des beaux-frères de Brigitte, où on voit ce petit gros avec Valérie Limpens et Franck Limpens, qui sont respectivement la fille et le gendre de Jean-Michel Trogneux. Mais cette photo n'est pas légendée. Ça veut dire que le Courrier Picard, dans sa version premium, non pas dans la version papier et non pas en accessible facilement sur Internet, a fait cette photo qui est la seule photo nette de cet enterrement et cette photo laisse penser que ce personnage est bien Jean-Michel Trogneux avec sa fille et son gendre. Mais cette photo n'est pas légendée. Et d'ailleurs, l'Élysée n'a jamais confirmé directement. L'Élysée a communiqué avec un débunker, ça on le sait, puisque le débunker avait annoncé qu'il y aurait des plaintes. Or, les avocats de Brigitte Macron refusaient de communiquer avec les journalistes police-justice de la grande presse quotidienne nationale et des hebdomadaires, et y compris avec l'AFP, puisque quand l'AFP a annoncé les poursuites, quand les assignations sont arrivées à la mi-février, a dit Jean Henocchi avait refusé de répondre à nos questions. Donc le débunker, là, s'est trahi, puisqu'en l'annonçant à l'avance, il a trahi qu'il était en fait le seul journaliste que l'Élysée avait choisi pour communiquer, l'Élysée en tout cas les avocats, au moins au travers de leurs avocats, pour communiquer sur le dossier. Donc c'est lui qui a sorti Jean-Michel Trogneux existe, c'est le petit gros, d'ailleurs qui est un élément de langage, tous les gens ont dit il existe, alors que personne n'a jamais nié qu'il existait. La question c'est qui il est, c'est pas est-ce qu'il existe, personne n'a nié qu'il existait. Et donc il existe, c'est le petit gros. Bon, ce que je peux en dire très simplement, c'est que quiconque prend l'ensemble documentaire, c'est-à-dire la photo de l'enterrement du beau-frère, prend les deux investitures et prend des photos qui sont parues sur Facebook. Il y a 2 photos où il apparaît sur un anniversaire sur Facebook où il est tagué et il est en compagnie d'une femme. N'importe qui, avec un cerveau qui fonctionne, peut en source ouverte, à partir de Google, procéder à une identification. C'est lent, c'est long. Moi, ça m'a pris 2 jours et ensuite un 3e jour pour reconstituer son CV. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie d'alimenter le débat en dévoilant son identité. D'abord parce que c'est pas encore du 100%. Sur un autre dossier, j'aurais pas eu de problème, j'y serais allé. Mais là, vu le caractère explosif du truc, bon, je demande, disons que je veux que ce soit vraiment du 110% quoi, pour communiquer. Et non pas du 95%. Vous voyez. Au vu des enquêtes que vous menez pour Faits et Documents, est-ce que c'est pour cette raison que vous ne vous montrez pas, ou c'est plus par discrétion ? D'abord, il y a plusieurs raisons. Ça veut dire que d'abord, se montrer, ça veut dire exister physiquement. Et Vous n'existez pas ? Non, mais si on existe physiquement, ça veut dire qu'on va assumer... bon, après, il y a plein de gens, ça les dérange pas d'exister en pull dégueulasse, mal rasé, etc. Mais bon, moi, si j'existe physiquement, ça veut dire que faut exister avec une identité visuelle. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple simple, par exemple, Pierre Jovanovic. Vous voyez, moi j'aime bien ça parce qu'il a une identité visuelle, c'est-à-dire qu'il va avoir des chemises, des bagues, etc. Il va avoir une identité visuelle. Et moi je trouve que c'est ça qui est, si on existe physiquement, parce que maintenant, à l'époque, il y avait ceux qui étaient dans la presse écrite, ceux qui étaient dans la radio et ceux qui étaient à la télé. Par exemple, est-ce que vous connaissez la tête des journalistes du Canard enchaîné ? Est-ce que vous connaissez même leur nom ? Est-ce que vous connaissez la tête des journalistes à Mediapart ? Est-ce que vous connaissez même leur nom ? À part Edwy Plenel, qui lui, effectivement, assume une identité visuelle,
c'est-à-dire une espèce de moustache, un physique assez rassurant, avec les yeux rieurs entre Brassens et Magnum, quoi, si on veut. Donc lui, il assume l'identité visuelle pour son titre. Donc bon, d'abord, ça c'est une première raison. Et deuxième chose, ça me permet aussi d'aller dans des réunions ou dans des soirées d'ailleurs, invité par des contacts, etc. Donc vous voyez, dans Paris, tout se connaît, tout le monde se connaît, etc. Donc ça permet aussi de garder une forme de discrétion, d'anonymat, je dirais de discrétion avant tout. Voilà. Bon, bah merci Xavier Poussard. Je rappelle que Faits et Documents, c'est tous les mois, c'est ça? Oui, alors bon, on s'interdit rien en termes de périodicité, c'est-à-dire que bon, comme il y a des grosses séquences dans l'actu maintenant, je publie quand j'ai quelque chose à publier, et puis je vous dis, il y a des sujets qui sont pas du tout traités, c'est-à-dire que quand je fais l'affaire Epstein, bah, je vais pas faire l'affaire Epstein en la feuilletonnant sur tous les 15 jours. Je vais d'abord arriver à un stade critique d'enquête qui va ensuite pouvoir me permettre de publier ensuite par paquet. Sur le pacte de corruption, c'est pareil, vous êtes obligé d'avoir un stade critique, et une fois que vous avez à peu près tout votre plan, toute votre documentation, etc., bah voilà, vous allez pouvoir séquencer. Donc oui, en principe, on va dire que c'est entre 2 et 1 numéro par mois, voilà. Mais il n'y a pas de... Et je m'impose rien de ce côté-là, parce que la périodicité... Enfin, faut comprendre que le secteur de la presse, des médias et de la presse écrite en particulier, est extrêmement changeant. Moi, je suis sur un format qui date de la fin des années 90, du début des années 2000. Et si je respecte ce format à la lettre, je coule. Voilà, je ne veux pas donner d'exemple de journaux qui sont accrochés à leur périodicité et à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Mais un certain nombre ont disparu, dont par exemple Minute. Je veux dire, Minute a disparu. Je veux dire, il y a besoin d'une opposition nationale, il y a même une demande d'opposition nationale. Et ce que j'ai observé au niveau de la presse, c'était effectivement que ce qui marchait, c'était les MOOC, les articles de fond. Par exemple, un des choses qui s'est le mieux vendu et qui a le plus cartonné, c'était l'enquête qu'avait fait en plusieurs numéros Society, un journal qui s'appelle Society, un journal de gauche, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ça a fait un carton. Pourquoi ? Parce que vous plongez le lecteur dans un sujet, etc. Et vous êtes en fait à mi-chemin entre le livre et la presse. Vous voyez, c'est un nom, ça s'appelle le MOOC, pour contraction de magazine et de book. Et donc moi, je pense que ça, c'est une évolution, ce qui ne veut pas dire que je m'interdis des anciens formats. C'est-à-dire que l'ancien format, je le conserve. Et là, sur certains petits portraits, petites brèves, etc., petits sujets, etc. Donc en fait, je ne m'interdis rien en termes de format, en termes de périodicité, en termes de... Je pense qu'il faut être créatif, il faut jongler, il faut sentir aussi l'actu, les signaux faibles, etc. Voir ce qui peut marcher, voir ce qui n'est pas traité et qui semble central, important, voire central. Et donc voilà. Je m'impose à personne. Si ça vous plaît, vous vous abonnez. Si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Vous ne vous réabonnez pas. Je m'impose à personne. En principe, on a un très très bon taux de réabonnement. C'est-à-dire que les gens qui s'abonnent, en général, sont suffisamment contents du contenu pour se réabonner. On a un bon taux de satisfaction, comme on dit. Et je vous dis, surtout des sujets que des gens vont découvrir en avance dans Faits et Documents, et qui ensuite vont devenir des sujets centraux d'actualité. Là, j'ai cité l'exemple d'Alexis Colère, on a parlé évidemment de l'affaire Brigitte Macron, pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé d'Alstom, de McKinsey, de Rothschild, qui étaient des sujets qui avaient été abordés, je dirais, quasiment un an et demi avant dans Faits et Documents. Donc ça permet aussi d'avoir... le Great Reset, c'est pas compliqué, on a été les premiers à en parler. Donc on est effectivement discret, tout en essayant d'avoir effectivement une petite influence sur le cours des événements politiques. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle continuation. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie, Kate, à bientôt.